Bonsoir, vous regardez Oui IT Capable, l'émission qui, chaque semaine, vous propose une conversation de fond avec celles et ceux qui construisent, qui osent et qui ouvrent la voie. Notre sujet de ce soir touche à quelque chose de fondamental, l'inclusion financière et ce qu'elle représente comme levier de transformation pour une génération entière. Un sujet qui commence, comme souvent, par une question très simple. De quel Haïti parle-t-on? Car si on regarde la réalité en face, il y a aujourd'hui deux Haïti financières. L'une est visible, moderne, connectée, des millions de transactions mobiles par jour, des plateformes digitales qui fonctionnent, une diaspora qui transfère en temps réel depuis n'importe où dans le monde. L'autre est invisible, mais bien réelle. Des millions de personnes qui n'ont pas accès au crédit, à l'assurance, à un plan d'épargne et surtout à un avenir financier structuré. Ces deux Haïti coexistent, parfois dans la même ville, parfois dans la même famille. Ce que nous appelons inclusion financière, c'est l'effort de faire passer des gens de la deuxième Haïti vers la première. Non pas par idéalisme, mais par conviction économique. Et cette conviction repose sur un fait très simple. Chaque personne exclue du système financier est une force productive que l'économie n'utilise pas. Un agriculteur de l'Antibonite qui ne peut pas souscrire une assurance climatique depuis son téléphone de façon à protéger sa récolte n'est pas inclus. Une Madame Sarah qui ne peut pas emprunter pour acheter le stock qu'elle va revendre au marché n'est pas inclus financièrement. Un jeune entrepreneur de Cap-Haïtien qui ne peut pas accéder à des fonds de démarrage n'est pas inclus financièrement. Ce ne sont pas des cas isolés. C'est un système qui n'a pas encore atteint tout son potentiel. Nous savons qu'à travers le monde, des pays ont commencé à combler cette fracture à une vitesse que peu d'économies savaient anticiper. Par exemple, le Kenya avec M-Pesa, le Bangladesh avec Bcash, le Rwanda, qui a fait passer son taux de bancarisation de 21 à 89% en moins de 15 ans. Ces pays ont tracé leur chemin. Haïti doit tracer le sien. Et pour cela, Haïti dispose d'atouts que ces pays n'avaient pas au départ. Une diaspora qui envoie chaque année plus de 4 milliards de dollars, une jeunesse connectée, un taux de pénétration mobile qui rivalise avec des pays bien plus avancés économiquement, des plateformes de mobile monnaie déjà adaptées pour des millions de personnes et surtout prêtes à en faire plus. Et des économistes qui connaissent le terrain de l'intérieur. Mon invité de ce soir est l'un d'eux. Jameson Duperval enseigne l'économie à l'Université d'État d'Haïti. Il prépare un doctorat à l'Université Paris-Dauphine. En septembre 2025, devant 700 régulateurs financiers et décideurs politiques réunis, et ceci en Namibie, la Fletcher School de l'Université de Tufts et l'Alliance for Financial Inclusion lui ont remis la distinction de leader mondial en inclusion financière pour Haïti. Il n'a pas reçu cette distinction parce qu'il parle d'Haïti depuis l'extérieur. Il l'a reçue parce qu'il travaille à l'intérieur avec les données, les contraintes et la conviction que la prochaine grande transformation haïtienne ne viendra pas seulement de la politique, elle viendra aussi de la finance. Jameson Duperval, merci d'être avec nous, bienvenue sur Haïti Capable. Merci, et merci aussi pour l'invitation. Entrons dans le vif du sujet parce que nous avons beaucoup de sujets à traiter. C'est quoi l'inclusion financière? Pour certains, et c'était une concession du passé, avoir un compte bancaire est être inclus financier. Aujourd'hui, on parle d'utilisation. Qu'est-ce que ça veut dire et comment vous le traduisez pour le citoyen lambda, pour qu'il comprenne avant tout les bases de définition de base, mais aussi quelle est la réalité pour lui ou pour elle? Merci beaucoup Xavier, merci pour cette invitation. Un grand plaisir. Donc, le concept d'inclusion financière, effectivement, intéresse beaucoup d'organisations internationales sont intéressées par ce concept. Et lorsqu'on parle de l'inclusion financière à travers le monde, il y a trois notions qui viennent sur la table. Il y a l'accessibilité, il y a l'usage
et il y a la qualité des services offerts. Maintenant, c'est la possibilité pour qu'une famille, une entreprise, d'accéder à des produits et services financiers, notamment les transactions via les comptes traditionnels ou bien les comptes électroniques, et avoir accès à un prêt auprès d'une institution financière où la famille peut souscrire à une assurance. Donc, c'est à partir de ça qu'on a pu comprendre que l'inclusion financière est importante et aussi de permettre à une population vulnérable d'avoir accès à ces produits-là. Et c'est pour cela que souvent, l'utilisation, l'accessibilité, on pense que l'utilisation et l'accessibilité sont suffisants pour parler de l'inclusion financière, mais l'usage est important. C'est à travers l'usage qu'on va dire que les produits financiers que j'ai accès, les services financiers que j'ai accès, est-ce que ce sont des produits ou services financiers m'ont permis de passer d'une situation de bien-être A à une situation de bien-être B. Maintenant, c'est à partir de ça, on pense qu'on va regarder la qualité des services offerts pour savoir est-ce que ça a eu un impact sur une population donnée. Je suis un jeune. J'ai soit Natcash, Mon Cash, Cashport. Je fais des paiements. Est-ce que je suis inclus financièrement? Vous êtes inclus financièrement, mais je ne fais que des paiements. Vous êtes inclus financièrement, mais à un certain niveau. Parce que l'inclusion financière ne suffit pas seulement d'effectuer des transactions. Ça résulte également d'avoir accès. Pourquoi, au niveau de cette plateforme, on doit mettre en place une possibilité d'avoir un crédit, une possibilité d'avoir une micro-assurance, une possibilité d'avoir aussi une micro-pension. Surtout en Haïti, nous savons que l'économie fonctionne à plus de 70% de l'informel. On ne peut pas regarder des personnes qui évoluent dans le système formel pour mettre en place des produits financiers adaptés seulement à cette catégorie-là. Maintenant, les personnes, les Madame Sarah, les agriculteurs, vous l'avez dit au niveau de l'introduction, un paysan doit avoir accès à un crédit et aussi à une assurance récolte pour augmenter ça. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux prendre mon cellulaire, parler via mon cellulaire, avoir une assurance qui est émanée des données satellitaires et financer une assurance pour couvrir mon petit lot? C'est un projet. Il y avait ce projet au niveau de la Banque centrale avec la coopération suisse. Jusqu'à présent, ce projet n'est pas encore opérationnel. Donc, à la minute que je vous parle là, Xavier, il n'y a pas d'assurance récolte opérationnel dans le système financier. Même un fonds de garantie, il n'y en a pas. C'est-à-dire que nous parlons de l'inclusion financière, nous parlons des services et produits financiers qui existent dans l'écosystème financier, mais l'utilisation n'est pas effective. Et parfois, des services et produits financiers qui ne sont pas adaptés. Parfois, des services qui sont adaptés par rapport à une catégorie de personnes, mais qui ne sont pas adaptés avec une autre catégorie de personnes. Donc, l'approche doit être globale. Un cas précis pour que nos téléspectateurs, un cas précis pour la catégorie de personnes. Qu'est-ce que ça veut dire d'un produit adapté à une personne et pas à une autre? Je prends le prêt traditionnel, c'est-à-dire que le remboursement mensuel. Si actuellement j'octroie un crédit auprès d'une institution financière, chaque mois je devais rembourser le montant, les intérêts. Mais si je prends par exemple un agriculteur, c'est dépendamment de la culture, c'est après 6 mois que l'agriculteur va récolter ce qu'il avait sémé. Maintenant, je ne peux pas demander à cet agriculteur, on lui a donné un crédit en avril et on lui a demandé de commencer son remboursement en mai, en juin. Donc, on doit avoir un crédit adapté au cycle culturel. Si c'est après 6 mois que le produit sera prêt, maintenant, c'est après 6 mois, l'agriculteur devrait commencer à rembourser. Donc, jusqu'à présent, dans le système financier, dans l'écosystème financier... C'est des mensualités. C'est des mensualités qui n'est pas adapté aux paysans. On pourrait dire la même chose pour la jeunesse. Si elle prend un prêt, peut-être il y aura un prêt avec des modalités plus simples, avec des éléments d'éducation financière. Donc, vous disiez qu'il faut adapter le produit et justement, il y a plusieurs clientèles. Et ça, c'est un potentiel énorme à développer en Haïti. Effectivement. Je dois ajouter, lorsqu'on prend un jeune, c'est différent pour les pays en voie de développement et les pays développés. Le taux d'intérêt appliqué pour un prêt étudiant, c'est à peu près 1,60% à l'international, 1,60% et à la rigueur 2,7% là. Mais en Haïti, nous avons des crédits à un taux de 25 et 30%. On va y arriver. Vous allez me devancer. Commençons par les défis. Et on va passer des défis. Après, on va parler d'opportunités, parce que lorsqu'on parle d'inclusion financière, on ne peut que parler d'opportunités. Et peut-être ces éléments de l'effet de levier pour justement dévoiler ces opportunités. Secteur bancaire. Le secteur bancaire, on sait que pour émettre des prêts à certaines réticences, peut-être une certaine aversion du risque. Est-ce un manque de compréhension en réalité de certaines réalités aujourd'hui, sachant que
peut-être un jeune agriculteur, une Madame Sarah, a des difficultés de passer par la banque traditionnelle, où il y a des problèmes structurels qui reflètent cette réalité. Vous me parliez il y a quelques jours qu'aujourd'hui le système bancaire, ne serait-ce que par sa présence physique, est à 70%, pratiquement dans l'Ouest, mais en réalité c'est sur la capitale. Et 30% dessert le reste. Donc il est évident qu'il y a des questions à poser, et d'où le rôle du digital dans ce jeu. Donc commençons par les défis. Où sont les défis structurels en commençant par la banque? Et peut-être, si vous me permettez, tant que j'y suis, nous avons une émergence de FinTech. Où se situe aujourd'hui la banque? Est-ce qu'elle évolue dans son offre? Est-ce que s'adapte à cette nouvelle réalité qui s'annonce et qui est là, et qui est présente, et qui va aller en une intensité plus grande? On sait que ces produits vont évoluer et vont atteindre de plus en plus de citoyens haïtiens et haïtiennes. Il y a plusieurs considérations que j'aimerais ajouter par rapport à ça. Lorsqu'on prend le système financier classique, les banques commerciales, et je dis toujours que les banques commerciales ne financent pas des projets qui sont intéressants, mais les banques commerciales financent des projets qui sont viables après une évaluation. Et notamment après, lorsqu'on regarde les obligations, les exigences de la Banque centrale, donc les banques commerciales sont obligées de respecter les exigences, notamment en termes de documentation. Nous avons dans le pays un problème d'identité, nous avons un problème cadastre très grave, donc l'adresse de la personne. Et aussi, dans le secteur informel, on ne peut pas justifier des documents administratifs pour certains entrepreneurs et pour certaines entreprises. Et les états financiers présentés, si je prends l'exemple des petites et moyennes entreprises, parfois les états financiers présentés par ces entreprises-là ce ne sont pas des informations fiables. Donc, à partir de ça, les banques sont un peu réticentes pour financer certains secteurs et surtout des secteurs très risqués. Donc, la banque ou bien les banques commerciales ont une responsabilité pour financer l'économie réelle via l'intermédiation financière, mais elles sont obligées aussi de protéger leurs actifs financiers par rapport aux risques qui existent. Lorsque vous dites ça pour le public, c'est d'être remboursé. D'être remboursé. Maintenant, deuxième aspect que je voulais ajouter, mais les banques commerciales ou bien le système financier classique a une compréhension biaisée de certaines réalités sociales du pays, en pensant que ce sont les personnes au niveau de la zone métropolitaine qui ont les moyens pour rembourser. Mais dans certains départements, les Madame Sarah, les paysans remboursent. Et je dis souvent que les paysans, dans certains départements, les paysans sont très sérieux pour rembourser leurs dettes. Mais le fait que ce sont des personnes qui ont des revenus très faibles, les banques ne pensent pas vraiment pour cette catégorie. Et c'est là le problème qui vient. C'est là que les institutions de paiement électronique, les Financial Services Payment, ont bien compris que c'est à travers ces personnes qu'ils peuvent maximiser leurs profits. Donc, lorsqu'on prend notre cash, mon cash, qui est à peu près 4 millions et 5 millions d'utilisateurs, et des personnes qui effectuent des transactions volumineuses sur des plateformes électroniques, parce que, ce sont des gens qui ont une méfiance. Et on parle de paiement pour l'instant, en grande partie, non? Paiement. Qui ont une méfiance envers le système financier. Maintenant, la solution pour avoir l'inclusion financière en Haïti, c'est le digital. Yeah. Et c'est là, vous allez constater en Haïti, certaines banques commencent à intégrer les FSP dans leur mode de fonctionnement. C'est une bonne chose. Hein? C'est une bonne chose. Mais la solution, c'est de développer leur propre FSP. Si on passait un message à la banque commerciale, avant d'arriver aux taux qui sont importants, il y a aujourd'hui un marché captif qui est sous-exploité. C'est qui est les classes, disons, moins favorisées, mais qui, par le digital, qui permet de faire du volume, c'est-à-dire beaucoup de transactions, mais dégager toujours un pourcentage pour la transaction, il y a un marché captif qui est plus sûr parce qu'on rembourse mieux. Et vous l'avez dit, moi je sais qu'il y a des études empiriques qui disent que les classes les plus pauvres remboursent plus que d'autres. Ah oui. Et ça, c'est démontré, mais parce qu'on n'utilise pas le digital et qu'on a encore une mentalité d'une banque classique présentielle avec des infrastructures physiques et on utilise moins le digital, on n'est pas en train d'exploiter ce marché. Donc, on n'inclut pas, de facto, une grande majorité de la population.
Mais la solution idéale pour les banques commerciales, et elles devraient, ou bien les banques doivent obliger d'emprunter ce chemin vers la digitalisation. Yeah. Parce qu'on commence à observer cette situation dans la majorité de pays, c'est mobile money qui est à la mode. Et la population haïtienne commence à orienter vers le digital, vers l'utilisation des FSP. Et c'est pour cela que j'exige une réglementation approfondie des FSP. Nous avons à peu près 5 FSP opérationnels en Haïti, mais nous savons qu'il y a seulement 2 FSP qui contrôlent plus de 80% et qui ont à peu près 80% part du marché en Haïti. Mais si nous entrons dans cette logique d'interopérabilité entre FSP et FSP, c'est-à-dire que si j'ai mon argent sur mon cash, je peux vous transférer sur notre cash. Et puis, on entre dans cette logique d'interopérabilité entre FSP et banque commerciale. Est-ce que vous pouvez expliquer, j'allais vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire interopérabilité? L'interopérabilité, c'est le fait que j'ai un compte au niveau, l'interopérabilité dans l'écosystème financier. Je peux transférer mon argent au niveau de la BNC, je peux transférer une partie au niveau de la Sogebank. Et mon argent qui est au niveau de la Sogebank, je peux transférer ça au niveau de la BNC. C'est ce qu'on appelle SPI dans l'écosystème financier. Mais l'interopérabilité entre FSP et FSP que j'exige, qui n'est pas encore opérationnel, c'est que si j'ai mon argent sur mon cash, je dois trouver un agent autorisé mon cash. Ça, c'est un problème. Donc, le fait que j'ai mon argent sur mon cash, je dois aussi être capable de retirer cet argent, même s'il s'agit d'un argent à cash. Parce que l'interopérabilité ne doit pas être partielle. Quand je dis partielle, si, par exemple, vous voulez en retirer de l'argent sur un compte Sogebank et envoyer ça sur mon cash, vous pouvez le faire. Mais sur mon cash vers Sogebank, ce n'est pas encore opérationnel. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité partielle. Mais entre FSP, si on arrive à faire ça, ça devrait faciliter la population vulnérable, notamment dans certaines zones. Il y a Natcom qui fonctionne. Dans d'autres zones, il y a DSL qui fonctionne. Mais si l'interopérabilité est totale, même s'il y a des zones où l'accès, où notre cash et mon cash ne fonctionnent pas, ça va résoudre un gros problème pour la classe défavorisée. Donc on peut dire que l'interopérabilité n'est pas simplement un thème technique, c'est vraiment un frein à l'inclusion financière. Et ça va beaucoup plus loin d'un problème purement technique. Effectivement. Parlons d'intérêt, vous en avez mentionné quelque chose. Banques qui émettent des commerciales, des prêts vers 33%, les coopératives c'est 27% ou dans cette frange. Pourquoi les coûts sont si élevés? Et je sais qu'il y a le facteur de l'inflation, mais aussi le coût de gestion est important. Et l'on pourrait dire qu'avec le digital, ces frais de transaction vont être diminués et vont affecter le taux que l'on demande pour rembourser les prêts. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus, de façon justement à faciliter justement une injection dans l'économie productive du pays? Lorsqu'on regarde les prêts qui sont accordés dans le système financier, et le taux d'intérêt du marché est aux alentours de 33%, et dépendamment de quel type de prêt, mais on met toujours ces 33% environ, via les banques commerciales, les banques traditionnelles. Mais pour les coopératives d'épargne de crédit, ça peut aller entre 25 et 27%. Maintenant, il y a un premier aspect que vous avez soulevé, c'est l'aspect inflationniste. Effectivement, ça ne joue pas dans les taux d'intérêt. Si le taux d'inflation est élevé, les banques sont obligées d'ajuster aussi le taux d'intérêt par rapport au taux d'inflation. Ça, on le sait. Il y a un deuxième aspect qu'on doit prendre en compte également, c'est l'aspect sécuritaire. Donc, puisque la situation du pays, il y a certaines zones ne sont pas accessibles et les banques sont un peu averses au risque, elles sont obligées de fixer des taux d'intérêt plus élevés pour limiter les dégâts. Et c'est pour cela que dans leur politique de crédit, ils ont une politique à peu près très sélective. Et qu'est-ce que ferait le digital alors? C'est le digital qui va résoudre le problème. Okay. Vous avez soulevé un aspect très important dans l'introduction, c'est la pénétration des téléphones mobiles. Maintenant, c'est-à-dire que les avancées, il y a déjà un travail en amont qui est déjà fait. Le potentiel est là, on peut dire. Le potentiel est là, mais il faut l'exploiter. Maintenant, si on n'arrive pas à intégrer le digital pour faciliter cette situation, pour que les services de paiement électronique qui existent dans l'écosystème financier ne se résument pas uniquement à des transactions, à des paiements, mais aussi à la disponibilité des services et produits financiers, notamment crédit, épargne, assurance et possibilité de financement. C'est là qu'on doit aller. Jusqu'à présent,
il y a cette logique que les banques commerciales n'innovent pas encore, mais les banques commerciales commencent à comprendre qu'elles doivent emprunter ce chemin, le chemin vers la digitalisation. Et les FSP aussi n'ont pas compris que les financial services permettent. Ces institutions-là n'ont pas encore compris le problème qu'ils ne doivent pas rester dans ce cloisonnement de paiement électronique, mais de développer d'autres produits et services financiers pour la population. On va y arriver. Donc, pour terminer cette première partie sur un peu les défis, et je sais qu'on ne peut pas tout traiter pendant une émission, mais on peut dire au FST, miser sur l'interopérabilité. Au moins, premier point. Et on peut dire aux banques, miser sur le digital. Vous allez réduire vos coûts d'opération, mais surtout, vous allez aborder une population qui a un potentiel énorme. Et aux deux, on peut leur dire que par ces deux biais, finalement, vous investissez dans l'économie productive. Est-ce que c'est une petite conclusion un peu hâtive, mais bon, au moins quelques éléments d'interprétation? Je pense que vous avez tout dit, effectivement. Et parce que, surtout, et pour les banques commerciales, le coût opérationnel des banques commerciales est très élevé. Le coût opérationnel est très élevé. Donc, elles sont obligées d'emprunter ce chemin vers la digitalisation. Quelques conseils pratiques. Parlons d'opportunités. On a parlé de coût de l'accès au crédit, mais on sait que tous, que pour avoir l'accès au crédit, on doit présenter un dossier de crédit. Et que l'agent qui révise le dossier, sur la base de multiples documents qui sont présentés aujourd'hui, émet une note. Et ce qu'on appelle ça le credit scoring. Plus la note est meilleure, plus je suis un sujet qui génère moins de risques à la banque et qui est considéré quelqu'un qui va rembourser. Dans d'autres pays, aujourd'hui, on est passé à des méthodologies de credit scoring qui, du simple fait que je paye régulièrement mon téléphone, je suis considéré quelqu'un qui paye régulièrement, donc j'ai un credit scoring positif. Donc des méthodes alternatives aux méthodes formelles où on doit présenter un document, tout un dossier, et pour des paiements qui se font même des prêts qui se font à la journée. Dans d'autres pays, les taxistes, le matin, prennent un prêt, ils vont acheter de l'essence, ils le mettent dans leur voiture, ils font leur travail pendant la journée, ils reçoivent leur revenu sur la base des services qu'ils ont prêtés comme taxistes, et le soir, ils payent leur crédit. Il y a aujourd'hui une évolution de la technologie qui est telle, qui permet aujourd'hui, justement, réduire le coût de ces transactions, les faciliter, et surtout arriver à une plus grande partie de la population. Donc, revenons sur le credit scoring, qui est aussi quelque chose de révolutionnaire, et je voudrais en savoir un peu plus de votre part. D'accord. Et dans tout système financier, le credit scoring est très important. C'est pour cela que dans le système financier formel, nous avons le BIC. Le BIC, c'est le Bureau d'information sur le crédit pour l'écosystème financier Haïti. Mais c'est pour le secteur formel. C'est-à-dire que lorsque vous allez auprès d'une banque, vous demandez un crédit, avant que la banque vous octroie ce crédit, on envoie les informations vous concernant auprès du BIC en disant que est-ce que c'est un bon client? Est-ce qu'il n'a pas d'autre crédit auprès d'une institution financière? Et le BIC va envoyer les informations. Là, nous sommes dans le secteur formel. Et au début, nous avons précisé que l'économie haïtienne est à plus de 70% informelle. Le 70% informel contribue au PIB. D'où un credit scoring alternatif. D'où un credit scoring alternatif. Yeah. Et le credit scoring alternatif, ça doit se faire via les plateformes électroniques, Alors, les FSP. Quelles sont les bonnes pratiques que vous relevez? À quoi on pourrait penser pour donner des idées à ceux qui nous écoutent? Si on prend le credit scoring sur les plateformes électroniques, et on ne va pas réinventer la roue. Au Kenya, au Brésil, on le fait. Via les plateformes électroniques, vous avez les informations sur la personne en se disant que les transactions que cette personne avait l'habitude de faire. Et maintenant, à chaque fois qu'on envoie un montant, si je vous envoie un fonds Xavier, je dis voici pour quelle raison. C'est un support financier, c'est votre salaire, c'est une subvention. Donc, à partir de ça, je peux générer sur la plateforme l'historicité de mes transactions sur le FSP. Et à partir de ça, je peux même donner ça à une banque en regardant, voici les transactions que ce client avait l'habitude de faire sur FSP. On peut analyser son dossier de crédit. Donc, on doit... Et ça se fait en quelques secondes. En quelques secondes, on clique.
on clique et puis, ou bien on demande avec la compagnie concernée, je veux avoir les informations sur mes transactions effectuées de 3 mois, trimestrielles ou bien semestrielles ou annuelles. Donc, on vous envoie ça et vous mettez ça dans un dossier et vous donnez ça à la banque comme support pour demander un crédit. Maintenant, si on reste dans cette logique, lorsqu'on doit demander un crédit, on doit prouver qu'on ait un salaire. Une Madame Sarah, parfois, elle effectue des transactions volumineuses, et pourtant, cette Madame Sarah-là n'a pas de document administratif à vous soumettre. Maintenant, c'est pour cela que la méthode alternative pour le crédit scoring est incontournable pour l'inclusion financière en Haïti. Et aborder ces 80% qui sont dans l'informalité. Effectivement. Un point important, c'est donc une première opportunité qu'on présente, travailler sur le credit scoring avec des méthodes alternatives. Les femmes, et je sais que dans le cadre de vos recherches, vous avez travaillé en particulier le thème des femmes agriculteurs dans le sud et sud-est, qui aujourd'hui sont, disons, un peu mises de côté, si on peut dire, dans ce domaine. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme réalité? Est-ce une stigmatisation, une mauvaise compréhension? Le fait que le système bancaire ne soit pas peut-être très présent dans le sud et le sud-est est peut-être une réponse. Quelle est la réalité? Et surtout, de nouveau, on parle de potentialité, on parle d'opportunité. On sait tous qu'une femme entrepreneur est avant tout une histoire à succès qui ne fait que s'annoncer, mais aussi sera une très bonne alliée de cette institution financière. D'accord, merci Xavier. Et ce que j'aimerais mentionner par rapport à cet aspect, j'avais eu l'opportunité de rencontrer 50 femmes dans le secteur agricole et 3 représentantes de Madame Sarah. Et les problèmes qui ont été soulevés, et le plus gros problème, c'est la méfiance envers les institutions financières. Et le deuxième aspect... Donc c'est de leur part vis-à-vis des institutions financières et pas le vice-versa. Et elles sont un peu méfiantes envers les institutions financières. Et deuxième aspect, elles pensent que c'est méchant de la part des institutions financières en exigeant tous ces documents lorsqu'elles veulent demander un crédit. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui pratiquent la thésaurisation. La thésaurisation, c'est-à-dire qui ont des cash et dans leur portefeuille, c'était pas dans leur portefeuille, c'est-à-dire qui cachent sous matelas des cash flows. Maintenant, parfois, ces gens-là peuvent justifier un revenu par rapport à leur activité commerciale, mais n'ont pas de document administratif pour prouver à l'institution en question. Donc, pour eux, la meilleure solution, c'est d'échanger entre eux et de pratiquer aussi la thésaurisation. Et le troisième aspect que j'avais soulevé... Mais ça, c'est un problème sécuritaire, parce que Mme Sarah passe dans son trajet via des multiples défis sécuritaires et cela impacte sur le liquide qu'elle transporte. Donc, on a des réalités aussi, alors que le digital, c'est beaucoup plus compliqué. Effectivement. Mais il y a un aspect aussi par rapport à ça, c'est l'éducation financière. J'allais y arriver d'ailleurs. C'est l'éducation Troisième financière. opportunité. Parlons-en alors. Les gens ne sont pas éduqués financièrement en Haïti. Alors, c'est quoi éducation financière? Pour que notre public comprenne, c'est quoi exactement? L'éducation financière, c'est la capacité de bien gérer votre portefeuille. C'est la capacité de ne pas faire des dépenses émotionnelles. Et c'est la capacité d'établir un plan de dépenses par rapport à votre revenu. Et c'est la capacité de bien faire un investissement rationnel. Maintenant, si vous êtes éduqué financièrement, et c'est la capacité que vous avez aussi de bien gérer votre carte de crédit. Parce que les gens pensent, j'aimerais avoir une carte de crédit. Et pourtant, vous ne savez pas comment on va vous pénaliser si vous ne remboursez pas à temps. Donc, en Haïti, le problème d'éducation financière est tellement grave et certains professionnels disent, moi j'ai une licence, j'ai un master ou bien un doctorat, je suis éduqué financièrement. L'éducation financière n'a rien à voir avec votre connaissance académique et scientifique. Et alors, où est-ce qu'on s'éduque financièrement? Et on va arriver au thème des jeunes et je vais en parler d'éducation financière. Où est-ce qu'on s'éduque financièrement? C'est via des formations. Et c'est pour cela que... Est-ce compliqué en termes concrets? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est intégrer l'éducation financière dans le curriculum scolaire. Dès à la base, on éduque l'enfant à bien gérer son argent. À l'université aussi, on doit intégrer l'éducation financière. On pense que tout le monde sait comment gérer. Non, parce que l'homme homo economicus, l'homme rationnel, pense qu'il peut gérer tout de manière individuelle ou bien autonome. Mais nous avons des biais cognitifs. Par exemple, nous faisons parfois des dépenses
et des dépenses suivant des facteurs sociaux. C'est ce qu'on va appeler effet de Veblen. Donc, on vient dans un milieu, on voit que tous les gens qui sont là ont des PC, ont des smartphones. Vous n'avez même pas les moyens, vous allez acheter un smartphone pour impressionner les gens. C'est parce que vous n'êtes pas éduqué financièrement, vous faites des dépenses émotionnelles et non des dépenses rationnelles. Donc là, il faut qu'il y ait des formations adaptées pour éduquer la population haïtienne, pour qu'elle sache comment gérer son argent, comment établir un plan de dépenses et comment assurer un investissement certain. Alors, si je comprends bien, votre plaidoyer, c'est qu'au-delà de l'éducation civique dans le cursus scolaire, vous plaidoyez pour une éducation financière aussi au jeune âge, dans le circuit scolaire, qu'il soit public et privé. Est-ce un message que je peux recevoir de votre part? Oui, Xavier, parce que l'éducation financière, c'est un chemin que l'État doit emprunter. Et nous avons eu le plan national d'éducation financière, qui est un bon projet, mais avec le problème de coordination entre les acteurs, ce plan n'a jamais été vraiment opérationnalisé. Et ça, c'est un effet de levier. Effet de levier. On va y arriver au levier. Donc, permettez-moi un dernier thème d'opportunité. Jeunesse. On a une jeunesse qui, aujourd'hui, est connectée, comme jamais. C'est la jeunesse la plus connectée qu'on ait en Haïti, et peut-être on peut dire ça dans la jeunesse dans le monde, qui justement a accès à l'information, qui a accès à des produits financiers, et qui aujourd'hui utilise les 3 FSP dont j'ai parlé pour des paiements. Vous m'avez parlé aussi d'un autre problème, et qui a à voir avec l'éducation financière. Ce sont les paris en ligne. Yep. Et cela a un impact direct, parce que cela affecte l'épargne. L'épargne, c'est finalement la construction d'un projet, une vision vers l'avenir. Donc, c'est plutôt se concentrer sur le court terme, peut-être l'appât du gain immédiat, au lieu de mettre de côté, avoir une relation avec l'institution financière, générer des intérêts, construire, avoir un prêt, toute une séquence logique qui fait partie de justement des éléments que l'on comprend à travers des formations d'éducation financière. Donc, parlons de ces paris en ligne, mais aussi des jeunes et de l'opportunité que ça représente. Donc, la connexion des jeunes actuellement, la génération actuelle, c'est une opportunité pour les FSP de mettre en place des produits et services financiers adaptés. Par exemple, si je prends un exemple, sur la plateforme Mon Cash, on peut développer une extension en disant que est-ce que vous voulez épargner sur 3 mois, sur 6 mois, et puis un montant sort et puis va directement au niveau de l'épargne. Mais on n'a pas développé d'autres produits sur les plateformes. Maintenant, avec les opportunités qui n'existent pas en Haïti, les jeunes pensent que l'ascension sociale, c'est via les paris en ligne. Et c'est pour cela que les paris en ligne rongent l'épargne en Haïti. Les jeunes n'épargnent pas actuellement. Les jeunes, maintenant, investissent, je ne vais même pas dire investir, spéculent sur les paris en ligne. Les pariages lacaille, pariages PAM et aussi les jeux du casino. Et ce sont des plateformes non réglementées en quelque sorte, parce que dans certains pays, ce sont des plateformes qui sont réglementées par l'État. Et parfois, on fait exigence à ces plateformes-là de mettre c'est-à-dire que lorsque vous allez sur la plateforme, vous voyez le montant global que vous avez perdu en jouant sur la plateforme. Et ça va vous permettre de réfléchir avant de faire un pari. Mais en Haïti, on n'a pas ça. On a justement montré les gens qui ont gagné 1 million, 500 000 gourdes, 300 000 gourdes. Et maintenant, avec ce biais cognitif et aussi le problème d'éducation financière, en pensant que je vais aussi gagner 300 000 gourdes, 500 000 gourdes, 1 million de gourdes. Et à chaque jour, vous jouez au lieu d'épargner pour préparer votre avenir. Vous mettez l'accent sur l'éducation financière en créole, aussi en utilisant des images, des produits adaptés aux populations, au-delà que des textes formels universitaires. Et ça, c'est un élément sur lequel vous insistez. Et peut-être dans cette conception et cette démarche, je sais que vous préconisez aussi une expansion des produits. Donc les jeunes, c'est pas simplement un accès à des produits pour faire des paris et des paiements, mais aussi c'est de l'assurance, c'est de l'accès du crédit, c'est construire une retraite, avoir des produits de placement, etc., etc. Et tout ça vient justement via cette modalité. Pouvez nous en dire un peu plus sur votre approche avec la jeunesse et justement comment vous utilisez des visuels et comment vous socialisez un peu et conscientiser cette jeunesse que peut-être l'éducation financière, c'est avant tout regarder
et construire un avenir financier, c'est penser un avenir financier, le structurer, et c'est pas simplement réagir dans l'immédiat. Donc, l'éducation financière, il y a deux approches à considérer. Il y a l'approche via le créole, qui est la langue principale de la population haïtienne. Il y a l'approche aussi via la langue française. Maintenant, immédiatement qu'on forme ou bien qu'on éduque les gens en français, il y a une sorte d'exclusion au niveau du pays. Donc, c'est pour cela qu'on doit aborder cette question de manière inclusive. Si je prends l'exemple d'une Madame Sarah ou d'un paysan, maintenant, je vais mettre en place un programme d'éducation en français. Il va y avoir un problème d'appropriation. Le programme doit être adapté à chaque catégorie de personnes. Et c'est pour cela que j'insiste souvent sur l'éducation financière pour les personnes vulnérables. Et on ne peut pas penser l'éducation financière des personnes vulnérables dans la langue française. Donc, pour que l'approche soit inclusive, donc c'est avec la langue créole. Et là, c'est la grande majorité, c'est l'économie informelle, c'est le potentiel, yes, si on peut dire tel quel. Effectivement. Donc, parlons un peu des effets de levier. Interopérabilité, aucun doute. Vous avez parlé d'un plan d'inclusion financière qui date de 2014. 2014, lorsqu'on regarde la rapidité de la technologie, je dirais même si on était en 2015 aujourd'hui, ça serait déjà le passé, mais un passé lointain. Hein. On en est 12 ans après. Que s'est-il passé depuis lors? Et pour reprendre cette conversation qui peut-être doit être reprise, c'est à vous de le décider avec naturellement les partenaires étatiques et privés, etc. Où se situe le rôle de l'État et notamment de la BRH justement pour faire évoluer ce contexte qui aujourd'hui change d'un jour à l'autre mais qui est plein de potentiel? Je fais toujours ce plaidoyer, Xavier, pour avoir une stratégie nationale d'inclusion financière adaptée et actualisée. Nous avons eu une stratégie nationale d'inclusion financière datée 2014. Maintenant, et le contexte maintenant est différent. Nous avons des avancées, nous avons des progrès significatifs en matière d'inclusion financière. Mais nous avons aussi l'étude FinScope 2018, c'est-à-dire que même nos données sur l'inclusion financière, sur la capacité financière de la population haïtienne, sur l'éducation financière de la population haïtienne, les données sont obsolètes. Et la stratégie nationale d'inclusion financière, c'est une approche concertée, une approche participative. Il n'y a pas que la Banque centrale qui doit participer dans l'élaboration de cette stratégie, mais aussi il y a l'État qui doit participer. C'est pour cela qu'il y avait une commission, un comité national d'inclusion financière qui a été mis sur place depuis 2020. Jusqu'à présent, ce comité n'est jamais opérationnel. On ne pense pas l'inclusion financière pour une population de manière unilatérale. C'est avec les acteurs. Mais le problème qu'on a en Haïti, et vous le savez plus que moi, tous les programmes qui ont été adoptés pour Haïti, lorsqu'on prend PSDH 2020-2022, nous avons eu toujours un problème de coordination entre les acteurs. Okay. Et c'est pour cela que nous avons eu une stratégie nationale d'inclusion financière qui n'est même pas implémentée à 30%. Nous avons eu un plan national d'éducation financière, PNF. C'est une approche qui demande la participation de tous les acteurs étatiques, le secteur financier ainsi que la Banque centrale, les associations. Jusqu'à présent, ce plan n'est pas opérationnalisé et de manière concrète. Donc, le souci, c'est les acteurs doivent comprendre que si on veut aller vers l'inclusion financière, si on veut améliorer les conditions de vie de la population haïtienne, doivent se mettre ensemble pour réfléchir sur la stratégie nationale d'inclusion financière actualisée et assure aussi l'implémentation de cette stratégie et penser également le plan national d'éducation financière et assure son implémentation. On ne peut pas inclure financièrement une personne qui n'est pas éduquée financièrement. Si vous n'êtes pas éduqué financièrement, maintenant, même si vous avez accès au crédit, vous avez accès aussi aux assurances, vous ne saurez pas comment les gérer parce que vous n'êtes pas éduqué financièrement. Donc, en résumé, si je me permets d'arriver à une conclusion hâtive, avant de vous demander une projection d'ici à 2035 de où est-ce que vous voyez Haïti si on prend les bonnes décisions,
l'éducation financière n'est pas de la charité, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour ces jeunes qui sont super connectés et qui peuvent gérer leur futur en étant justement éduqués, utilisant les produits financiers comme il se doit. C'est une opportunité aussi pour les acteurs financiers pour développer un marché qui aujourd'hui est sous-développé, notamment pour arriver aux catégories moins favorisées, à sortir aussi des départements de l'Ouest, je veux dire aux 9 départements. Donc aujourd'hui, c'est un terrain, je dirais pas vierge, mais où il y a un potentiel énorme. Et vous avez déjà identifié quelques effets de levier. Qu'est-ce qui reste? Et justement, pour conclure, faisons une petite projection d'ici à 10 ans. Et quelques effets de levier que vous avez identifiés. Qu'est-ce qui reste à faire pour induire les différents acteurs qui participent depuis leurs différentes responsabilités pour qu'on ait cette évolution dont tout le monde attend, c'est d'inclure plus de jeunes, plus de personnes en dehors des grands départements et surtout de contribuer à un développement économique et social via l'inclusion financière qui porte le digital comme un élément de vecteur. Merci Xavier pour cette question. Et il y a 3 aspects que j'aimerais considérer. Le premier aspect, c'est l'aspect documentationnel. En termes de stratégie et de plan. C'est rédiger le manuel, la stratégie nationale d'inclusion financière actualisée et assure son implémentation. Actualiser la stratégie. Actualisation et implémentation. Et aussi implémenter le plan national d'éducation financière. Ça, c'est le premier aspect à considérer par les autorités en question. L'État, la Banque centrale, les banques commerciales, les associations, l'écosystème financier. Deuxième aspect, je dois parler sur le fonctionnement des FSP. Les FSP ne doivent pas rester dans une approche limitée en donnant accès uniquement aux transactions de paiement. Les FSP doivent mettre en place des produits. C'est ce qu'on va appeler l'épargne automatique pour les jeunes. J'ai 50 000 sur mon compte, mon cash. Mon cash me donne la possibilité d'épargner 20 000 gouttes. Avec un taux d'intérêt peut-être 0,02%, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a une partie de ce montant qui est épargnée. Les FSP aussi doivent mettre en place un programme de micro-assurance et micro-pension pour les personnes évoluant dans le secteur informel. C'est puisque nous avons à peu près 4 millions et 5 millions d'utilisateurs de FSP, c'est une opportunité pour repenser le cadre légal des FSP en Haïti. Assure que les FSP soient interopérables. Notre cash et mon cash et Cashport, Cashport et Mago, Mago et Haïti Pay. Pour que ça, immédiatement qu'il y a de la concurrence dans le fonctionnement des FSP en Haïti, ça va réduire les coûts de transaction. Et tout le problème qu'on a avec les coûts de transaction sur les FSP, c'est parce qu'il y a un seul FSP qui contrôle la majorité des transactions en Haïti. Donc, on doit avoir un cadre légal plus renforcé et plus approprié par rapport au contexte actuel haïtien. Maintenant, troisième considération, c'est pour les banques commerciales. Les banques sont obligées d'emprunter le chemin vers la digitalisation. Il n'y a pas... Comme l'ont fait plusieurs banques dans le monde entier. Oui. Tout le monde le fait. Il n'y a pas d'issue à ça. C'est le chemin à emprunter. Lorsqu'on prend la zone métropolitaine avec Petit Goâve, nous avons 65% des agences bancaires. 67% des agences bancaires sont concentrées dans la zone métropolitaine lorsqu'on intègre Petit Goâve. Nord-Est, c'est moins de 3%. Nord, c'est moins de 4%. C'est-à-dire que nous avons un souci avec les agences bancaires. Nous sommes obligés d'aller vers la digitalisation. Il y a certaines zones à Miragouane, des paysans, des habitants qui sont obligés de taper presque 2 à 3 kilomètres pour aller faire un dépôt. Et c'est ça qui va inciter la population vulnérable, la population reculée, de pratiquer la thésaurisation. Et la thésaurisation, il y a des risques qui sont associés par rapport à leur niveau d'éducation financière et aussi le problème de vol et de perte d'argent par rapport à la thésaurisation. Donc, c'est en ce sens, ce sont les 3 considérations. C'est assurer l'implémentation de ces stratégies. Deuxièmement, réguler les FSP et assurer l'interopérabilité entre FSP et FSP, FSP et banque, et permettre aussi
obliger les banques d'emprunter le chemin vers la digitalisation pour résoudre le problème de concentration des agences bancaires en Haïti. Et si on fait tout ça, on aura une Haïti avec un niveau d'inclusion financière très élevé, là où le problème de crédit, le problème d'assurance et le problème d'avoir un plan, un financement pour financer un projet viable ne sera pas vraiment un problème pour nous. Donc, en quelques paroles, on parle d'une potentialité énorme si les décisions sont prises, mais on peut reconnaître aussi que certains fondamentaux sont extrêmement positifs en Haïti et il suffit de passer à la prochaine étape avec un peu de vision, de concertation et peut-être de sortir un peu des sentiers battus et des coutumes de chacun et de chacune. Mais que les éléments sont là. Effectivement, c'est ça. Merci d'être avec nous et d'avoir partagé votre savoir et surtout votre enthousiasme qui est, je peux vous dire, va marquer notre public. Merci encore. C'est à moi de vous remercier. Merci Jameson. Ce que vous faites, c'est exactement ce que Oui Haïti Capable cherche à mettre en lumière. Des voix haïtiennes qui portent des solutions concrètes pour leur pays. Je voudrais terminer avec une image du futur proche. En 2025, des algorithmes d'intelligence artificielle accordent des crédits en Afrique subsaharienne en moins de 3 minutes, sans agence bancaire, sans rendez-vous, sans garantie traditionnelle. Ils analysent les habitudes de paiement mobile, la régularité des recharges téléphoniques, les flux de transactions informelles. Et ils prêtent à des gens que les banques refusaient depuis des décennies. Le taux de remboursement dépasse 90%. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est ce qui se passe aujourd'hui, à quelques milliers de kilomètres d'ici. La question que je pose à chacun de nos téléspectateurs ce soir est simple. Dans 10 ans, quand un jeune Haïtien demandera un crédit pour lancer son entreprise, est-ce qu'il le recevra en 3 minutes sur son téléphone ou est-ce qu'il le fera encore en faisant la queue devant un guichet qui lui dira non. La réponse dépend des décisions qui se prennent maintenant, pas dans 10 ans. La décision d'un régulateur d'accélérer l'interopérabilité entre les plateformes de paiement, la décision d'une institution financière d'investir dans des outils de crédit scoring adaptés à l'économie informelle, la décision d'un ministère d'intégrer l'éducation financière dans les programmes scolaires, la décision d'un opérateur mobile de transformer son réseau en passerelle vers le crédit, l'épargne et l'assurance. Aucune de ces décisions n'est hors de portée. Aucune ne requiert d'attendre une stabilité parfaite, des ressources limitées ou des conditions idéales. Elle requiert de la volonté, de la coordination et la conviction que le moment est maintenant. Les pays qui ont réussi leur transition financière n'ont pas attendu que tout soit parfait pour commencer. Ils ont commencé. Et la dynamique a créé ses propres conditions. Haïti peut faire de même. Et ce soir, nous en avons la preuve. À très bientôt pour un nouvel épisode de Oui Haïti Capable.